IG présente la nuit du trading 6. Bonsoir à tous, ravi de vous accueillir sur le grand plateau de BFM Business pour cette 6e nuit du trading, toute une série de débats avec nos meilleurs experts sur l'actualité économique et financière. Dans un instant, on va se pencher sur les crypto-monnaies. Cette question, le pire est-il derrière nous ? 2022 a été marqué par une année de turbulence. Depuis, les cours sont repartis à la hausse. Nette progression, on va le voir. Pour autant, est-ce que l'environnement est redevenu favorable pour les cryptos ? Est-ce qu'il y a d'ailleurs un consensus sur cette question ? On en parlera avec nos 3 experts dans quelques instants. À 19h30, on parlera de matières premières. Le cours du baril de Brent, en l'espace de quelques jours, est passé de 72 à 85 $. Ça relance évidemment les inquiétudes pour les prochains mois. Les matières premières peuvent-elles redevenir inflationnistes ? Le pétrole, bien sûr, mais aussi tous les métaux qui sont liés à la transition écologique. Quels sont les enjeux ? Quels sont les risques ? On en parlera dans une demi-heure. À 20h, session de live trading. Ce sera avec Christophe Baird de IG et avec Marc Daguerre de DT Expert. Et à 21h, notre grand débat consacré à la macroéconomie. L'euphorie des marchés financiers nous fait peut-être oublier qu'il y a encore des questions sur l'inflation qui est en train de refluer. Mais y a-t-il un risque de rebond ? Et les hausses de taux agressives des banques centrales vont-elles finir par peser sur la croissance ? Et donc, y a-t-il toujours un risque de récession ? Rendez-vous tout à l'heure pour en parler à 21h. Mais d'abord les cryptos avec nos 3 invités en plateau. Faustine Fleuret, présidente et directrice générale de l'ADAN, l'Association pour le développement des actifs numériques. Bonjour. Stanislas Barthélémy, manager crypto et Web3 chez KPMG. Bonjour. Et Valentin Demey, journaliste et directeur des contenus chez Cryptost. Bonsoir à tous les 3. D'abord, un constat, le rebond spectaculaire des crypto-monnaies depuis le début de l'année. 70% de hausse pratiquement pour le Bitcoin depuis le 1er janvier. L'Ethereum, lui, a gagné pratiquement 60%. Pour autant, est-ce que l'environnement est favorable ? Pour tenter de se projeter, on va d'abord revenir sur ce qui s'est passé en 2022. Forte volatilité sur les cryptos, effondrement de Terra, Luna, faillite de FTX. Stanislas, avec un peu de recul, quel regard vous portez sur cette année ? L'année 2022 a été tumultueuse. Elle a été compliquée pour le secteur crypto pour différentes raisons. Des raisons qui sont endogènes au secteur crypto. C'est le cas de FTX, par exemple, qui a fait faillite, acteur centralisé. Donc, ce n'est pas la crypto qui est en jeu, mais parce que c'est un acteur centralisé qui, en l'occurrence, a fait une fraude, qui a tapé dans la caisse, si je puis dire. Et des projets crypto comme Terra, Luna, qui, pour le coup, étaient frauduleux ou, à minima, on va dire, c'était un peu bancal. Et donc, ça s'est effondré. Donc, ça, c'est en partie des sujets très crypto. Et après, sur la baisse des valorisations, il y a aussi, la crypto n'est pas dans sa boîte de pétri. Il y a aussi des raisons qui sont exogènes. Et donc, la crypto, quelque part, on voit des corrélations avec les marchés financiers, et notamment les actifs risqués de la tech américaine. Et il y a eu une baisse courant 2022 qui s'est aussi répercutée. Donc, j'ai envie de dire que ce double mouvement s'est ressenti sur l'année 2022. Et c'est pour ça que 2023, on espère le meilleur. Alors après, en crypto, l'espérance peut vite s'effondrer sur le mur de nouveautés. Mais en tout cas, année 2022... marché et à la finance en général. Mais oui, tout à fait. Pas spécifique aux cryptos. Valentin, votre regard sur cette année 2022 ? Elle a été effectivement très particulière et compliquée, et elle était surtout attendue de la même manière en ce début d'année. En fait, on se rend compte que c'est pas de notre secteur d'activité que les secousses viennent, puisqu'elles viennent effectivement plutôt du secteur de la finance traditionnelle. Une année complexe, une année qui pourtant porte des beaux chiffres. On en parlera sur les chiffres de personnes qui détiennent des crypto-monnaies et les quelques victoires importantes qu'ont eu l'écosystème. Moi, j'ai tendance à dire que c'est une année à 2 visages. On en parlera effectivement de ces 2 faces, une face très sombre, mais une face aussi très intéressante, tant sur les mutations technologiques qu'ont eu le secteur. On a beaucoup parlé sur le plateau des émissions de BFM, des mutations technologiques pour réduire l'empreinte carbone de cette industrie, et d'autres victoires réglementaires qu'a eu le secteur. Et c'est très intéressant d'avoir ces 2 visages. Faustine, comment ça a été vécu du côté de l'ADAN, l'Association pour le développement des actifs numériques, cette année compliquée en 2022 ? Effectivement, une année sportive où le secteur a continué à se professionnaliser, à se structurer en marge effectivement de ces événements un petit peu plus défavorables. Mais il faut retenir en 2022 une construction de la base sur laquelle l'écosystème se développe, une construction accélérée notamment au niveau de la réglementation, mais qui finalement est salutaire pour justement l'institutionnalisation et l'appréhension de ces sujets qui sont encore considérés comme nébuleux par des acteurs pour qui aujourd'hui ce n'est pas encore évident, notamment de la banque finance traditionnelle. Ouais. On a quand même lu beaucoup de choses sur les cryptos avec la faillite de SVB récemment. On nous a dit c'est lié aux cryptos, c'est une conséquence des turbulences sur les crypto-monnaies. Est-ce que ça a abîmé, selon vous, l'image des cryptos ? Est-ce qu'aujourd'hui on sent moins d'engouement qu'il y en avait il y a un an ?
Alors, ça a clairement mis à mal la réputation et l'image du secteur, mais effectivement parce que des amalgames traditionnels ont pu être alimentés par ces accidents, alors qu'on l'a rappelé, FTX, finalement, c'est une fraude relativement classique. Les turbulences sur les marchés de la faillite de certaines banques américaines, c'est plutôt une cause à conséquence des banques vers la crypto que l'inverse. Donc, finalement, effectivement, l'écosystème est poreux à ce qui se passe autour. Néanmoins, continue à se professionnaliser. Donc pour vous, pas d'inquiétude sur l'état de l'écosystème crypto, Stanislas? Je pense que la faillite de SVB, c'est pas tant un sujet crypto qu'un sujet bancaire. Il y a quelques spécificités aux États-Unis, c'est qu'il y a des banques régionales, il y a des banques qui se positionnaient avec des taux d'intérêt très bas. On a vu que les taux d'intérêt ont été remontés très brusquement. Il y a d'autres, à mon avis, parties de la soirée qui en parleront mieux que moi. Ce qui fait que si on a un mauvais risk management, on se retrouve peut-être en risque. Et en l'occurrence, le sujet autour de SVB, c'est le sujet de ce qu'on appelle des stablecoins. C'est-à-dire que dans le monde crypto, l'euro et le dollar ne circulent pas sur ces infrastructures. Donc ce qu'il faut, c'est créer une représentation de l'euro et du dollar sur blockchain pour pouvoir créer des cas d'usage de paiement notamment. Et donc en l'occurrence, comment on crée une représentation d'euro et de dollar? On bloque du dollar ou de l'euro dans un compte bancaire et on émet la représentation sur blockchain. Et ce qui s'est passé avec SVB, c'est qu'il y avait une entreprise qui s'appelle Circle, donc un gros émetteur de stablecoin américain, qui avait en partie des réserves à la SVB, mais y compris dans d'autres banques. Et comme c'est tous les dépôts de la SVB qui, pendant quelques heures, ont été, entre guillemets, mis en défaut, la Fed est intervenue depuis, pareil avec le gouvernement américain. Mais donc, c'était pas tant un sujet crypto qu'un problème de dépôt qui touchait toute la tech américaine dans le cadre de SVB, puisque c'était la banque, on va dire, des startups américaines. Qu'est-ce que l'écosystème, Valentin, a appris, selon vous, de ces crises l'an dernier? L'écosystème crypto. L'écosystème crypto, effectivement, puisqu'on a bien vu que c'était parfois un peu poreux. Mais on apprend en marchant. A appris en marchant, et effectivement, s'est adapté sur beaucoup de points. Il s'est adapté notamment sur une des parties que Stanislas vient de donner à l'instant, c'est que tout ce qui touche à la finance décentralisée, tout ce qui touche à la transparence des blockchains, a pris une part beaucoup plus importante qu'elle n'existait l'année dernière, dans les cas d'usage et dans la compréhension du public. C'est-à-dire qu'on parle bien de tous les problèmes qu'on a eu jusqu'à présent, de sujets qui sont liés au monde centralisé et surtout, comme on l'a précisé, à des fraudes de personnes qui sont isolées. Mais il faut rappeler que sur votre question de est-ce que l'écosystème a aujourd'hui un problème ou est-ce qu'il est en danger, les blockchains, Bitcoin, Ethereum ne sont jamais arrêtés. Pas une seule seconde durant toutes ces problématiques. Et l'auditabilité non plus. Donc justement, c'est toute la force qu'a eu cet écosystème qui est transparent, auditable de tous. Stéphane, si vous souhaitez ouvrir une blockchain et regarder ce qu'il y a dedans, vous pouvez le faire, je peux le faire aussi, et toutes les personnes qui sont ici peuvent le faire également. Et c'est ça qu'a appris l'écosystème, ou en tout cas, c'est ça que l'extérieur des gens qui ne connaissent pas l'écosystème ont appris de lui. Tout ce qui a été créé à l'origine pour l'auditabilité et l'immuabilité a fonctionné, et donc tout ce qui tourne beaucoup plus sur ces technologies-là a pris une place bien plus importante. C'est incarné par la finance décentralisée et c'est incarné par tous les processus de blockchain et d'échanges qu'il peut y avoir dans cette industrie. Stanislas? J'ajoute à ça une caractéristique intrinsèque de la crypto, c'est la capacité à faire de l'autoconservation. Quand on parlait par exemple de FTX tout à l'heure, c'est un tiers qui détient de la crypto. Ce tiers est tombé, mais on n'avait pas la capacité à récupérer sa crypto. Alors qu'on peut la conserver soi-même. Ce qui est quand même quelque chose d'assez nouveau, c'est de ne pas dépendre d'un tiers pour conserver sa crypto. Ça ne veut pas dire que tout le monde aura vocation à sécuriser soi-même sa crypto, c'est pas évident. Mais en tout cas, c'est la notion d'alternative qui est importante. Alternative, quand les banques, les dépôts sont mis en doute, Bitcoin le disait très juste titre Valentin, tournait tout le week-end. Et par exemple, le week-end avant l'intervention de la Fed le dimanche soir, il y a 30 milliards de valeurs qui ont circulé en 2 jours sur Bitcoin, 1 million d'adresses en plus qui ont acheté du Bitcoin. Donc on voit la notion d'alternative, on ne peut plus faire de virements, mais Bitcoin tourne. Et c'est ça qui est assez important, c'est qu'il y a des caractéristiques intrinsèques. Le but, c'est vraiment d'éviter l'amalgame entre des acteurs tiers et les réseaux décentralisés que sont Bitcoin, Ethereum et d'autres. Faustine, Valentin a parlé plusieurs fois de transparence. Est-ce que vous avez l'impression qu'avec ces crises, on a gagné en transparence? Alors effectivement, comme ça a pu être évoqué, les opportunités technologiques derrière les cryptoactifs et les blockchains ont pu être mis en évidence. Dans le cas de SVB, dans le cas de FTX, on peut voir les opérations qui sont faites, donc on peut repérer des fraudes, on peut mieux les tracer, on peut aussi les prévenir effectivement. Donc c'est ces opportunités technologiques qui ont bien pu être réaffirmées, mais surtout là où ce n'était pas évident avant, c'est qu'on a compris aussi qu'il faut protéger du coup cet écosystème parce que le risque vient de la finance, de la banque traditionnelle, parce que la dépendance des écosystèmes de stablecoin aux banques qui se répercute aussi derrière dans la finance décentralisée, et parce qu'aujourd'hui, le très faible nombre de banques qui sont ouvertes
à ces innovations et aux cryptoactifs, met à mal leur développement. Aujourd'hui, c'est très compliqué pour le secteur d'ouvrir un compte et de se financer par le crédit, par le financement bancaire. Et donc, en fait, il faudrait au contraire permettre une ouverture plus large pour que cet écosystème se développe sur des bases diversifiées et plus saines. On va parler du rebond spectaculaire, j'en parlais au début. Depuis le 1er janvier, quasiment 70% de hausse sur le Bitcoin, 60% sur l'Ethereum. Qu'est-ce qui a provoqué ce rebond, Valentin? On est pratiquement à 28 000 $ ce soir sur le Bitcoin. Effectivement, c'est un rebond qui est très spectaculaire et en même temps, si on avait la réponse de pourquoi il a eu lieu, on s'en serait tous saisis différemment. Cela étant, il y a quand même deux postures à avoir. La première, elle est très claire. Il y a eu les problématiques des banques régionales. La Fed a fait un marche arrière potentiellement ou en tout cas revoit sa politique monétaire. On a vu qu'ils ont aidé le secteur, donc il y a une crainte de resserrement monétaire moins important que ce qu'on avait il y a quelque temps. Et donc, de fait, tous les actifs à risque profitent de cette détente-là. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis, il y a un deuxième élément qui est inhérent à notre secteur d'activité, et on en a parlé encore une fois depuis quelques minutes, c'est que le secteur des actifs numériques, le secteur des blockchains répond aux problématiques qu'on est en train de voir outre-Atlantique et qu'on a vu sur FTX. C'est-à-dire la capacité de détenir son argent, la capacité de transférer quand on veut et la capacité de vérifier à chaque instant si l'argent qu'on donne et qu'on dépose est bien dans les caisses. Donc, ce côté création de Bitcoin en 2008, à la suite de la crise des subprimes, dans une inquiétude grandissante de transparence, dans une inquiétude grandissante qu'on avait tous justement sur à quel niveau va s'arrêter cette contagion, c'est dans ce contexte-là qu'a été créé Bitcoin en 2008. Eh bien, on retrouve pour la première fois des crises équivalentes pour lesquelles, cette fois-ci, on a une nouvelle solution qu'on n'avait pas en 2008, qui est Bitcoin, et donc le narratif reprend le dessus. Pour moi, c'est les deux choses qui font qu'on a eu effectivement une remontée spectaculaire, particulièrement du secteur, et c'est la première fois que le secteur est définitivement décorrélé sur une courte période des autres actifs sur lesquels on va parler ce soir. Stanislas, je formule différemment la question. Est-ce que le rebond des crypto-monnaies assez spectaculaire depuis le début de l'année reflète un environnement qui est aujourd'hui plus favorable? Oui. Pour la simple et bonne raison qu'il y avait la fameuse annonce de pivot qui devait arriver, et donc on voit la corrélation, c'est ce qu'évoquait Valentin. Là, on parle des taux des banques centrales. Exactement. Il y avait une forte corrélation avec les actifs risqués, mais c'était très lié à la liquidité disponible sur le marché, donc lié au taux d'intérêt et au bilan des banques centrales qui s'est réduit sur l'année 2022 et avec une remontée brusque des taux. Et là, ce que le marché anticipait avant la crise bancaire, c'est un pivot de la Fed, donc des taux d'intérêt, qui aurait dû ou qui devrait intervenir dans les mois qui viennent. Et donc, il y a ce double effet. Il y a l'effet alternatif qui est très circonstanciel et l'effet un peu macro qui fait que si la liquidité revient, les actifs risqués, dans ce cas-là, sont plus intéressants pour les détenteurs. Donc, je suis complètement en accord avec l'analyse de Valentin. C'est difficile de dire que Bitcoin s'échange, on va dire, encore une fois, dans sa boîte de pétri, c'est indépendamment du reste des marchés financiers. Vous parlez des banques centrales. Elles sont prudentes dans l'ensemble, pour ne pas dire circonspectes par rapport aux crypto-monnaies. Comment est-ce que vous analysez l'attitude des banques centrales? Est-ce qu'elles sont dans leur rôle ou est-ce qu'elles ont peur de la concurrence? D'ailleurs, la BCE refuse de parler de crypto-monnaies, elle parle de crypto-actifs. Exactement. Mais c'est plutôt à raison, le terme crypto-actif, je pense, reflète plutôt bien la réalité. Parce que quand on parle de crypto, c'est un terme assez globalisant et généralisant, mais en réalité, le terme de crypto-monnaie nous fait souvent dériver sur le sujet de est-ce que Bitcoin est une monnaie? Je pense que c'est un faux débat. Et que derrière Bitcoin ou l'Ether, il y a plein d'autres crypto-monnaies, mais plein d'autres crypto-actifs qui permettent d'avoir des usages que ce soit sur la gouvernance, des jetons de paiement, etc. Donc je ne suis pas en désaccord avec le terme crypto-actif, et j'ai envie de dire que c'est un peu normal qu'une banque centrale ait une position un peu conservatrice en disant, bon, c'est relativement nouveau de dire, attention, n'y allez pas. En général, quand on vend la ruée vers l'or, c'est plutôt miroir aux alouettes. Christine Lagarde n'a pas eu des propos très consensuels, on va dire, sur les crypto-monnaies. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est que derrière, qu'est-ce qui est mis en œuvre par rapport à ce sujet? C'est la volonté de créer une sorte de monnaie numérique de banque centrale. Et je pense qu'il y a pas mal de confusion encore aujourd'hui sur la monnaie numérique de banque centrale. On ne sait pas déjà à quel problème ça répond. Et il y a ce sujet de confusion, je pense. Tout à l'heure, je parlais stablecoin. Il y a un besoin immédiat pour les acteurs crypto de créer des cas d'usage à partir du paiement avec les stablecoins. Une monnaie numérique de banque centrale, c'est autre chose. Et je pense que ce soit la Banque centrale européenne ou même d'autres banques centrales, ils ont en tête un peu le projet Libra. En 2019, Facebook, maintenant groupe Meta, arrive avec son projet de monnaie privée. Et là, ils ont vu, les banquiers centraux, j'entends, ont vu ça comme une vraie concurrence au métier de la banque centrale. C'est-à-dire quoi? Elles confondent Libra et stablecoin? Exactement, c'est-à-dire que c'est pas de l'émission monétaire aujourd'hui un stablecoin, au contraire, c'est dans un compte bancaire, on bloque des euros ou des dollars. Donc il n'y a pas de concurrence, c'est juste une nouvelle forme de monnaie et il n'y a pas d'émission monétaire en jeu. Donc je pense que ce sujet sera dans les prochaines années, on verra qu'il y aura un peu une clarification de ce qu'est la monnaie numérique de banque centrale
Et je pense ça prendra les contours de stablecoin. Valentin, les banques centrales, elles avancent à reculons pour quelles raisons? Je ne sais pas si elles avancent à reculons, mais en tout cas, elles réfléchissent dans les à la propos, problématique. elles sont quand même assez prudentes. Effectivement, mais c'est parce qu'on parle d'une nouvelle manière d'échanger de la valeur ou sur lesquelles on sort des radars et des manières de fonctionner jusqu'à présent. Là, on a totalement au cœur du problème les monnaies numériques de banque centrale, c'est-à-dire l'e-euro, c'est-à-dire numériser, si on veut faire simple, les devises qui existent aujourd'hui, étatiques. Donc l'e-euro, nous disait le gouverneur de la Banque de France, ça serait pour 2027. Donc on imagine bien que ça soit des initiatives privées comme les stablecoins ou même d'autres plateformes qui souhaitent mettre des dollars qui sont des dollars privés ou même toute autre initiative privée dans de la monnaie qui circule de plus en plus dans un monde qui est de plus en plus numérique, ça pose une vraie problématique de souveraineté. Donc c'est logique que la Banque centrale s'interroge, quelle qu'elle soit, que ce soit Christine Lagarde ou même outre-Atlantique, sur ces sujets parce qu'il faut être capable de garder la main sur l'émission monétaire et sur le contrôle de la stabilité économique. Mais effectivement, c'est un vrai problème puisque ce n'est pas forcément rapproché très facilement. Le stablecoin n'est pas systématiquement rapproché au fait que la Banque centrale européenne peut perdre la main sur sa souveraineté. Faustine, vous vouliez réagir? Oui, et pour ça, en fait, il faut noter le rythme différent que peuvent adopter les banques centrales dans l'appréhension de cette innovation. Si on prend la Chine, ils se sont intéressés bien plus tôt et sont beaucoup plus en avance dans leur projet de monnaie numérique de banque centrale que la Banque centrale européenne qui a effectivement plutôt réagi et qui s'est plutôt inscrit dans les débats réglementaires européens en même temps pour penser à un euro numérique. Il faut quand même noter qu'on n'a pas encore la décision vraiment formelle que la Banque centrale européenne émette un euro numérique et encore moins que ce soit sur une blockchain et donc sous forme de cryptoactifs. Et si on regarde outre-Atlantique, la Réserve fédérale est beaucoup moins allante sur l'idée d'émettre un dollar numérique, tout simplement parce que l'écosystème de stablecoin dollar, donc la nouvelle forme de dollar sur les blockchains, est très très bien géré. Et pour dire, il y a 99% des stablecoins qui sont des dollars par le secteur privé. Donc finalement, les banques centrales s'intéressent de façon très différente et pour des raisons aussi hétérogènes. Et donc au niveau de l'Europe, il faut quand même attendre cette réflexion finalisée de la Banque centrale. On va parler de la réglementation dans un instant, on va vous entendre. Mais d'abord, une question sur les monnaies numériques, dollars numériques, euros numériques. Comment est-ce que vous le voyez? Ça peut être une concurrence pour les crypto-monnaies ou est-ce que ce serait une certaine forme de validation? Ça dépend encore une fois du design de ces monnaies-là. On n'a pas beaucoup de détails, mais ce serait plutôt une concurrence dans ce cas-là avec les stablecoins. Ouais. Et d'ailleurs, on parle d'euro numérique, mais en fait, l'euro est déjà numérisé quasiment à 90% de la masse monétaire, si je ne dis pas de bêtises. Donc oui, il faudrait plus de précision, mais il y a quand même des sujets qui sont importants. Si c'est une monnaie numérique de détail pour le retail, par exemple pour les détenteurs que nous sommes, ça veut dire que dans ce cas-là, c'est la banque centrale qui récupère la relation, qui est aujourd'hui l'apanage des banques commerciales. Donc il y a une forme de court-circuit. Donc on voit que ça pose des questions et je ne suis pas sûr que les banques commerciales ont envie de ce court-circuit-là. Donc il y a beaucoup de sujets et encore beaucoup plus de questions que de réponses à l'heure. Valentin, un mot sur les monnaies numériques. On va parler de réglementation dans un instant parce que c'est important aussi pour la stabilité, mais aussi peut-être vu par certains comme une menace sur le système. Oui, tout à fait. Mais alors, sur le point de vue extérieur, si on va regarder outre-Atlantique, il y a une dominance du dollar qui existe aujourd'hui, qui est historique. Et donc, peut-être que l'avantage qu'a les USA, les États-Unis n'ont pas intérêt à y aller tout de suite puisqu'ils sont déjà dominants. Pour ce qui est de la Chine et son yuan numérique, puisqu'ils ont des réflexions depuis bien longtemps, il y a aussi, c'est un secret pour personne, l'intérêt de contrôler une partie des dépenses. On l'a vu, on l'a traité plusieurs fois sur les plateaux de BFM, la capacité de distribuer l'argent de manière ciblée et de pouvoir dire, puisque c'est des monnaies programmables, qu'elles ne peuvent être dépensées qu'à certains endroits. Mais effectivement, sur le point de vue, est-ce que ça sera une validation ou pas une validation, ça sera en tout cas la prise de conscience de cette guerre économique qui est en train de se jouer, et encore une fois, hors dehors des frontières, puisque c'est un ensemble globalisé, et qu'il faut prendre position, parce que dans tous les cas, si ce n'est pas le pouvoir public qui le fait d'une manière ou d'une autre, que ce soit avec des stablecoins qui soient effectivement quand même intégrés dans l'entièreté des choses, eh bien, il y aura des acteurs privés qui le font, et c'est sans doute ce qui fait peur à nos banquiers centraux. Le renforcement du cadre réglementaire, on va en parler avec vous, Faustine. C'est une bonne ou une mauvaise chose? Où est-ce qu'on place le curseur entre pas assez de réglementation ou trop de régulation qui peut éventuellement casser l'élan des crypto-monnaies? Alors la problématique qu'on va avoir sur ce sujet, c'est qu'il y a une fragmentation de la réglementation. Par exemple, si on prend la France, ça fait des années qu'on a mis en place une réglementation pour les acteurs de marché de cryptoactifs. Ça fait depuis 2019
que les acteurs sont encadrés et supervisés en France. C'est pas du tout quelque chose d'homogénéisé, ni au niveau des autres États membres, ni en fait dans le monde. Donc la problématique quand on parle de réglementation, c'est surtout quand on avance de façon locale, comme pour nous c'est le cas. La bonne nouvelle, c'est que la France a impulsé les travaux européens avec la réglementation qu'on a mise en place qui était précurseur. Donc on va avoir une harmonisation à venir sur le modèle français. Donc on est vraiment moteur. Bon, après, il y a le reste de l'international qu'il faudra harmoniser. Mais on continue, et surtout en ce début 2023 et en réaction à ces événements dont on a parlé, on continue à durcir la réglementation en France, alors même que c'est pas forcément, et ce ne sont pas les acteurs français qui sont en cause dans les affaires dont on a parlé. Donc effectivement, on a pris l'avance, et c'est une bonne chose, on a besoin de réglementation. On a parlé de la crise de réputation et d'image. C'est vrai que c'est un facteur qui peut être rassurant et qui peut favoriser l'adoption, que ce soit pour les utilisateurs et puis aussi pour des partenaires de ces entreprises crypto dans le monde traditionnel. Donc on en a besoin. Aller trop loin et surtout tout seul, à notre échelle, ça ne peut que être délétère pour notre propre industrie, alors que l'intérêt, c'est d'avoir des acteurs encadrés, donc plus sûrs, plus vertueux, mais que ce soit des champions et qu'on soit compétitifs pour le public finalement. Sinon, effectivement, ils vont aller voir des acteurs moins sûrs, moins chers, et c'est là où le risque existe. Stanislas ? Mais d'autant qu'il y a des consommateurs et des détenteurs de crypto en France. On a fait une étude l'année dernière avec Ipsos au nom de KPMG et de la DAN, et ce qu'on voyait, c'est qu'il y avait 8% des Français qui étaient détenteurs de crypto. C'est toujours le cas ? C'était l'année dernière. On est en attente de nouveaux chiffres, mais 8%, c'est quand même beaucoup. Oui, mais est-ce qu'à votre avis, la crise a laissé des traces, a découragé certains C'est la question aujourd'hui. C'est une question qui se pose. Et si on arrive à mesurer qu'il y ait de l'adoption sur l'année 2022 en dépit de tout le tumulte qu'on a décrit depuis tout à l'heure... Ça donnera raison à Valentin. Qu'il y aurait une vraie tendance. Mais si on fait un petit sujet géopolitique, c'est qu'on voit que les Américains, via notamment l'équivalent de l'AMF, là-bas, c'est la SEC... En ce moment, ils sont très restrictifs vis-à-vis de l'industrie crypto américaine, alors qu'ils avaient de gros acteurs, ce qui confère une opportunité énorme à l'Europe et a fortiori pour la France d'accueillir les gros acteurs de l'industrie, de permettre aux Français de se développer, évidemment, pour pas oublier l'industrie française qui est en train de se créer et qui est d'ailleurs créatrice d'emplois. Et donc, ce sujet géopolitique est important parce que la Chine, qu'on annonçait avoir banni Bitcoin et les cryptos en 2019, aujourd'hui, via ce SAS qui est Hong Kong, SAS vers l'Occident, est en train de dire « revenez chez moi, je vous donne des agréments, venez vous installer ». Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un peu un mouvement, c'est que l'Europe a une opportunité fondamentale, que l'Asie, via Hong Kong, est en train de se réveiller et que les États-Unis, en ce moment, comme il n'y a pas de cadre là-bas, on se retrouve avec des décisions parfois de la SEC qui sont un peu difficiles, voire iniques pour certains secteurs, enfin pour certains acteurs, pardon. Donc l'Europe, pour une fois, je veux dire, tant mieux, est en train de tirer les marrons du feu. On va parler de la France, des chances de la France dans ce secteur. D'abord, j'aimerais qu'on revienne sur la réglementation, Valentin. On a eu beaucoup l'occasion d'en parler tous les deux en plateau chez BFM. Où est-ce qu'on place le curseur ? C'est vrai que la réglementation, et Faustine le disait, rassure, mais l'excès de réglementation qui casse un secteur, on a déjà connu ça en Europe et en France. Oui, mais justement, on a un passif. Et vous voulez qu'on prenne un pari ? Moi, je pense que, sans avoir les chiffres de votre prochain sondage, ils seront au moins similaires, si ce n'est plus. Parce que pour toutes les incarnations qu'on vient de donner ce soir, il y a justement une prise de conscience et il y a des nouveaux usages qui n'étaient pas aussi prégnants l'année dernière lors de votre sondage de février. Donc moi, je prends la pari ce soir que les sondages sera au moins meilleur sur ce sujet-là. Et sur l'aspect du curseur, effectivement, on l'a déjà vu. J'ai pu échanger avec les rapporteurs du rapport Terry à l'époque sur le Minitel et Internet. On a au moins un passif et ils sont là pour l'exprimer. De ce point de vue-là, on a aujourd'hui joué une carte pour essayer d'apporter un peu de souveraineté sur l'Europe et la France, qu'a joué Jean-Noël Barrot, qu'a joué Cédric O à l'époque, que joue encore Bruno Le Maire et toute l'équipe gouvernementale, qui est pour attirer les talents et la lumière sur la France, de jouer sur le tableau réglementaire. Depuis 2017, il y a un cadre, qui est un cadre. On parle de l'industrie des cryptos. Donc évidemment, c'est toujours trop dès l'instant où il y a un peu de cadre. Mais c'est une industrie, c'est pas que Bitcoin. C'est une industrie qui comporte plusieurs dizaines de milliers d'emplois directs et indirects. Donc il faut être capable de l'encadrer. Et de ce point de vue-là, la France a été capable de prendre l'avance sur le reste de l'Europe. Donc beaucoup d'entreprises stratégiques du monde entier viennent s'implanter en France pour demain pouvoir parler à l'entièreté de l'Europe. C'est une des chances. On n'a pas encore les milliards qu'ont les États-Unis. Au moins, on a un avantage réglementaire. Et la clarté, c'est toujours mieux de ne pas savoir où on va. Donc, c'est une bonne chose. Le curseur est au milieu. Le poussons pas trop loin, mais pour l'instant, ils sont à l'écoute en tout cas. On a reçu récemment sur BFM Business le patron de Circle. Ils viennent d'implanter leur siège à Paris. Est-ce que ça, c'est pas l'illustration, leur siège européen à Paris? Est-ce que c'est pas l'illustration, en fait, que la France a pris une longueur d'avance?
Clairement. Il y a 1 an, je pense qu'on aurait fait ce pari ensemble, j'aurais pas misé là-dessus. Donc, ce qui prouve qu'il y a une opportunité fondamentale pour le secteur crypto. Et je pense que Ladan a peut-être un mot à dire là-dessus. Non, effectivement, ça fait suite à l'annonce de Binance, puis l'annonce de Crypto.com, et donc on attend que d'autres acteurs fassent des annonces similaires. Effectivement, on a parlé de la clarté réglementaire. C'est beaucoup mieux pour un business de savoir à quelle sauce il va être mangé plutôt que de découvrir plus tard qu'elle était très piquante. On a parlé aussi des talents, mais la France est réputée pour des talents sur des disciplines à la croisée des cryptoactifs en informatique, en finance, en mathématiques, qui sont d'ailleurs très pourchassés par ces acteurs internationaux et qu'il nous faut pouvoir préserver en France. On a des autorités acclimatées au sujet depuis des années, notamment parce qu'on a mis en place cette réglementation et que donc ils peuvent dialoguer et ils sont ouverts à dialoguer, ce qui n'est pas forcément le cas partout, et ouverts à développer cet écosystème. On a eu des annonces, des prises de parole très positives du ministre Bruno Le Maire qui veut faire de la France le hub crypto européen, ce qui est assez inédit et sur lequel il faut absolument capitaliser. Ensuite, il y a les déclarations d'intention, il y a ce qu'on a déjà fait sur lequel il faut effectivement capitaliser, mais ça reste une position fragile sur laquelle il ne faut pas qu'on se repose. Et on a eu en 2023 quelques faisceaux d'indices contradictoires à ces ambitions vraiment très positives. Le renforcement de la réglementation en réaction notamment à la faillite de FTX qui ne va cibler finalement que des acteurs français qui n'y sont pour rien. Et que cela va encore pénaliser alors que ce sont eux qui ont déjà fait le pas vers la réglementation, alors qu'on devrait plutôt les encourager, trouver les leviers à leur développement, là où ça pêche encore. On a parlé de la bancarisation, on a parlé du financement, on a parlé des amalgames. Il y a quand même beaucoup de politiques publiques qu'on peut encore attendre pour aider le secteur à se développer. On est sur des débats sur la promotion par les influenceurs des cryptos et des activités crypto. C'est également publicitaire extrêmement important pour ces acteurs réglementés dont on veut les priver, alors qu'on devrait plutôt, parce que c'est très mal connu, faire le distinguo entre ces entreprises mieux réglementées en France aujourd'hui, demain en Europe, et celles où le risque pèse et qui, ça aurait été bien qu'elles soient encadrées et supervisées en France et en Europe. Donc, ne restons pas, continuons finalement cette course. On va se parler franchement, on est entre nous. Vous avez une mission d'évangélisation des cryptos à Ladan. Quand vous rencontrez les membres du gouvernement, les décideurs, quelle impression vous avez? Est-ce que vous sentez de l'enthousiasme, vous sentez de l'intérêt ou la peur de louper un truc comme on l'a si souvent fait en France? Il y a beaucoup de questions en réalité parce que c'est un monde assez pluriel qui évolue très très rapidement. On a compris les cas d'usage financiers, on est en train de mettre en place les cas d'usage qui finalement découlent dans l'ensemble de l'économie et notamment non financiers, ce qui permet de montrer, et c'est ça notre mission, les opportunités en termes d'emploi, en termes de rayonnement pour la France, de compétitivité et surtout de souveraineté, notamment numérique. Donc, il y a encore beaucoup de questions à résoudre. L'avantage, c'est que nous, en tant qu'association, et les membres que l'on représente sont ouverts à ce dialogue, sont ouverts à cette pédagogie. Elle est longue, elle est encore nécessaire, mais parce que c'est un écosystème qui évolue au jour le jour. Mais voilà, on est disponible, et ça, je pense que c'est aussi une force de la France que d'avoir ce dynamisme de l'écosystème et un représentant qui est capable de dialoguer. Stanislas, vous voulez compléter? Oui, d'autant plus que je pense que c'est un sujet aussi un peu générationnel. C'est-à-dire quand on regarde les statistiques, presque la moitié des détenteurs de crypto avaient moins de 35 ans. Quand on pense en échantillon global, c'est à peu près 12% des 18-35 ans qui avaient de la crypto. Donc il y a un peu cette fracture générationnelle qui se joue. Et ce que je trouve intéressant, c'est que pour le coup, si on peut garder nos talents en France plutôt qu'il y ait une sorte d'exode au profit d'entreprises internationales, c'est une bonne chose. Je pense que le politique, en traitant ce type de sujet, il y a d'autres urgences évidemment, mais en traitant ce type de sujet, peut toucher en partie cette cible qui est assez bien définie. On sait combien d'emplois ça représente en France, la crypto? Vous en êtes l'illustration? Oui, l'année dernière, sur l'étude de l'industrie, parce qu'il y avait un volet adoption donc très quantitatif, la partie qualitative faisait état d'un peu plus de 1000 emplois qui étaient liés directement à la crypto. Sur 29 entreprises. Sur 29 entreprises, parce qu'il y a des notions méthodologiques, mais ce qui démontre qu'il y a déjà des emplois et ce n'est pas tant des promesses qu'une industrie qui est déjà en train de se structurer, qui est déjà présente. Et on attend les prochains chiffres donc justement sur l'adoption des cryptos par les Français, la détention d'un portefeuille. Merci beaucoup
à tous les trois d'être venus parler des cryptos. Faustine Fleuret, présidente et directrice générale de l'ADAN, l'Association pour le développement des actifs numériques. Merci Stanislas Barthélémy, manager crypto et Web3 chez KPMG. Merci beaucoup. Et Valentin Demey, journaliste, directeur des contenus chez Cryptos. Et à très bientôt tous les trois, puisqu'on vous reçoit régulièrement sur l'antenne de BFM Business. Dans un instant, on va parler matières premières avec cette question. Est-ce qu'elles peuvent redevenir inflationnistes? La question est vraiment d'actualité. En l'espace de quelques jours, le baril de Brent est passé de 72 à 85 $ après notamment la décision de certains pays producteurs de fermer partiellement les vannes. On en parle dans un instant avec nos trois prochains invités.